Nous sommes de retour dans cette édition du Minimac de la lettre de l'acheteur en partenariat avec Place de la Bourse.fr et il est désormais temps de recevoir, d'accueillir sur notre plateau notre invité, Monsieur Francky Duchâteau. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable entreprise durable et territoire chez Agridé avec une majeure économique et financière et ce depuis janvier 2021. Agridé, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est un think tank de l'entreprise agricole créé en 1867 qui réunit les acteurs des secteurs agricoles, agroalimentaires et agro-industriels. C'est bien ça ? Tout à fait. Tout à fait, merci beaucoup. Monsieur Duchâteau, j'ai envie de vous poser cette première question. Quels sont selon vous les enjeux pour l'agriculture de demain ? Ils sont très nombreux. On pourrait dire qu'ils sont à la fois économiques, écologiques, énergétiques, voire sociologiques, le côté humain. Très, très important. L'économique, pour illustrer, aujourd'hui, majoritairement, les revenus agricoles dépendent des aides publiques, ce qui est quand même très, très important et très spécifique au monde agricole, qui est tout un enjeu de développer plus de valeur ajoutée et d'économie, d'économie marchande. Sur le volet écologique, on a les mêmes problématiques que tous les secteurs d'activité. L'agriculture est à la fois responsable, victime et source de solutions des enjeux environnementaux, qu'il s'agisse des gaz à effet de serre, de la biodiversité ou des enjeux eau, par exemple eau et sol, pour en donner quelques-uns. Sur le volet énergétique, on est aussi un secteur, l'agriculture et l'agroalimentaire sont des secteurs qui sont très dépendants de la pétrochimie, de l'énergie, des énergies fossiles. Donc ça aussi, il y a un enjeu fort de transformation des modèles pour diminuer cette dépendance. Alors ça se construit dans le temps, bien entendu. On ne change pas un modèle du jour au lendemain. Et le volet sociologique, très humain, là on l'a vu dans les derniers chiffres du recensement national qui se fait tous les 10 ans, qu'il y a encore une perte de chefs d'exploitation qui se poursuit, on a à peu près moins 20% par rapport à 2010. Donc des difficultés de renouvellement des générations qui se posent. Alors il y a moins en moins de personnes, il y a peut-être des salariés qui compensent les chefs d'entreprise, mais il y a aussi un fort besoin de renforcer l'attractivité des métiers et des formations. Ce ne sont pas les secteurs qui attirent le plus les jeunes aujourd'hui, malgré l'image positive qui s'améliore du monde agricole. Voilà, un ensemble d'enjeux globaux qui se répercutent sur des structures agricoles qui sont quand même très petites en termes de taille, donc des TPE. Ça veut dire que le patron de l'entreprise agricole doit tout faire à son niveau. Donc c'est beaucoup de compétences mobilisées, beaucoup de besoins de formation pour changer tout ça. Donc on voit que c'est assez un mouvement d'ampleur en tout cas. C'est un mouvement d'ampleur qui pourra peut-être être mis en place par le nouveau ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire qui a été choisi par le président de la République. Donc on note, alors moi je note qu'en fait aujourd'hui on parle désormais de ministère de la Souveraineté Alimentaire, ce qui semble être un des axes de travail du gouvernement. Or quand on regarde la balance commerciale en 2021, si on enlève les vins et spiritueux, on se rend compte que cette balance est déficitaire. Du coup, si on veut vraiment atteindre cette souveraineté alimentaire, est-ce que la France peut produire ce qu'elle importe en réalité ? Est-ce que la France a les moyens de ses ambitions ? Déjà, le changement de nom de ce ministère est important. Il associe l'agriculture amont, production, avec l'alimentation. C'est déjà une chaîne de valeur qui est complète. Le thème est aussi très politique. On a vu que la crise Covid, qu'on avait beaucoup de dépendance avec les pays extérieurs, mais c'est le fait de 20 ans ou 30 ans de choix économiques pour notamment orienter vers les coûts de production plus bas. On l'a vu sur les masques, on l'a vu sur les machines de réanimation dans le cadre du Covid, on l'a vu sur le paracétamol, des produits de base tout de même. Et puis sur l'agriculture, on l'a vu également, on l'a vu avec la dépendance sur la main-d'œuvre étrangère, on l'a vu sur le machisme agricole, les pièces détachées qui viennent d'Allemagne par exemple, on l'a vu sur les intrants chimiques aussi, engrais, produits phyto, qui sont également été révélés encore plus avec la crise en Ukraine. Alors sur le volet, c'est vrai que sur le volet balance commerciale, on met souvent en avant que la France est encore positif, que c'est le secteur qui contribue encore parmi les derniers avec les avions positivement à la balance commerciale. Mais si on regarde dans le détail, c'est vrai que le pôle vin et spiritueux est très important parce qu'en valeur, il pèse beaucoup. Des vins de Bourgogne, de Champagne, etc., qui apportent beaucoup d'argent à l'économie française. Mais dès qu'on retire cette partie-là sur l'agroalimentaire, souvent sur tout le reste, on est plutôt en déficit sur les viandes, sur les produits d'alimentation animale par exemple. Et idem pour l'agriculture, si on prend le volet
matériel agricole pur, si on retire les céréales qui pèsent un gros morceau, une grosse partie des exportations de produits agricoles, avec le lait aussi, le reste est majoritairement importé. C'est vraiment une question de valeur aussi. Est-ce qu'on importe des produits à plus forte valeur ajoutée et on exporte des produits à faible valeur ajoutée? Donc la balance des deux fait qu'on est déficitaire. On est déficitaire, mais donc est-ce qu'on peut réellement devenir pas suffisant, mais du moins atteindre une forme de souveraineté alimentaire? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut arrêter de consommer des fraises d'Espagne et se concentrer et acheter des fraises et consommer des fraises françaises? Est-ce qu'on vient de voir le melon est très cher, mais est-ce qu'on peut arrêter de consommer du melon maroc? Est-ce qu'on peut, très clairement, hormis les fruits exotiques qui poussent que sous des latitudes équatoriales, tropicales, est-ce qu'on peut faire rapatrier une partie de notre production? C'est possible? Donc la France est déjà majoritairement dans une bonne situation, globalement. Après, la France a aussi pour avantage important d'avoir une diversité importante de contextes pédoclimatiques, c'est-à-dire des sols avec des climats différents. Comme d'avoir à peu près toutes les productions, on peut les faire techniquement en France, si ce n'est les ananas ou les cocos, ou le café ou le cacao, mais en tout cas, majoritairement, on peut tout faire techniquement en France. Aujourd'hui, le raisonnement est quand même plutôt économique. Si, pour des raisons de main-d'œuvre plus élevées, de fiscalité plus élevée, il est moins cher de le faire au Maroc ou ailleurs, aujourd'hui, économiquement, c'est ce qui tire. D'accord. Okay. Alors, il y a beaucoup de débats qui pèsent aujourd'hui pour dire, mettons à l'échelle également les normes environnementales, auquel cas ça peut renchérir le coût des importations. Ce sont des sujets qui travaillent actuellement le monde politique, mais qui ne se font pas comme ça non plus. Il y a un cadre qui est assez carré au niveau mondial, au niveau européen, qui ne permet pas de mettre des barrières à l'entrée pour des raisons environnementales. En tout cas, pas à ce jour. Pas à ce jour. Vous parlez de fiscalité, de coût de la main-d'œuvre. Le gouvernement a mis en place un plan de résilience pour l'agriculture. En quoi ça consiste et quelles en sont les limites selon vous? Globalement, il est fait pour gérer une situation d'urgence, celle qu'on vit actuellement avec une forte hausse des coûts de production, principalement liés aux énergies, charbon, gaz, pétrole notamment, et puis à d'autres coûts de production qui sont impactés en deuxième niveau, comme les engrais. Donc tout ça contribue à des hausses importantes à court terme sur les coûts de production agricole. C'est quasiment plus 15, plus 20% aujourd'hui pour la campagne du moment, et puis quasiment plus 30% pour la prochaine qui commencera, on va dire, en juillet, août, septembre. Donc là, on voit que c'est quand même assez fort. Il y a aussi le même impact sur l'agroalimentaire, l'industrie agroalimentaire, qui elle aussi est très dépendante des énergies fossiles. Donc il y a un impact sur la transformation des produits. Et donc l'ensemble de ces coûts-là réunis doit être répercuté sur les clients finaux, donc agroalimentaires autres, ou le client final que nous sommes, le consommateur dans les magasins. D'accord. Alors ce plan, il est surtout constitué d'aide à la trésorerie, soit à l'échelle de l'exploitation agricole, on lui prend en charge une partie des cotisations sociales, il y a une partie pour l'élevage, pour compenser la hausse du prix des aliments. Pour l'agroalimentaire, il y a une partie de prise en charge des surcoûts liés à l'énergie. Après, il y a toute une partie qui est liée au remboursement anticipé de la TICPE, qui est la taxe sur les carburants fossiles, qui est remboursée avec quelques mois d'avance. Donc, de donner un peu d'oxygène à l'entreprise, mais ce ne sont pas des aides qui payent les factures. Ouais, d'accord. Et puis c'est fait a posteriori en plus, j'imagine. C'est-à-dire que l'agriculteur va se retrouver dans une situation délicate à un instant T, et il n'a pas besoin d'être finalement aidé à la fin du mois, 15 jours plus tard, ou 3 mois plus tard, comme souvent c'est le cas des remboursements fiscaux. Du coup, est-ce que c'est suffisant en fait en réalité? Souvent ça se passe quasiment un an après. Un an en plus, par rapport à l'année. C'est ça. Lors 2022, on rembourse les taxes 2021. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on anticipe ce remboursement. Donc il aurait eu lieu de toute façon. Mais le fait de l'avancer permet de passer le cap du court terme. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres enjeux qui se posent derrière. Toutes ces dépendances dont on a parlé tout à l'heure, ça pose comme des questions de long terme, d'agir aussi dès aujourd'hui pour réduire ces dépendances à 10 ou 15 ans. Alors, ce n'est pas du court terme immédiat, mais c'est maintenant qu'on met en place ces décisions pour que dans 15 ans, on ne vive pas les mêmes phénomènes qu'on a aujourd'hui. On a du temps devant nous pour l'anticiper. Il faut prendre date, comme on dit en finance. D'accord, je comprends, mais donc du coup, vous me parlez de court terme, vous parlez de long terme, quelle est la priorité aujourd'hui? Est-ce qu'on peut allier les deux, en fait, en réalité c'est toute la difficulté des dirigeants. Bien sûr qu'il faut lier les deux. C'est que le court terme a tendance toujours à dire c'est le moment immédiat, donc priorisons-le. Mais le long terme, c'est les solutions de court terme de demain.
Donc il faut vraiment mettre ça en place, ça s'accompagne. On dit par exemple, développons les énergies renouvelables comme le biogaz pour être moins dépendant du gaz russe dans 10 ans. C'est un projet qui commence maintenant, on ne construit pas des unités du jour au lendemain, ça coûte plusieurs millions d'euros, donc il y a des vrais enjeux financiers aussi, et un développement industriel également. Ok, merci beaucoup Monsieur Duchâteau d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable entreprise durable et territoire chez Agridé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On marque une pause et on retrouve la commo du jour avec Mathieu Driol. À tout de suite sur TV Finance.